Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la rédaction pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture en 2025. Donc, je le rappelle en début de vidéo, pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture, il faut constituer un dossier, donc CV, lettre de motivation et rédaction. Donc aujourd'hui, on va mettre la lumière dessus et ensuite un oral pour être admise à l'école. Donc voilà les épreuves à passer pour rentrer. Donc on décortique ces épreuves sur ma chaîne YouTube pour que vous puissiez vous préparer au mieux. Donc aujourd'hui, je mets la lumière sur la rédaction. Je sais que c'est le document qui vous embête le plus parce que vous avez du mal à choisir quel type de document effectuer et vous avez du mal pour la rédaction en général sur ce document qui vous fait très peur. Donc je suis là pour décortiquer ça avec vous. Donc pour la rédaction, vous avez le choix de raconter soit une situation professionnelle vécue, soit une situation professionnelle vécue, soit parler de votre projet professionnel. Sachez également que les écoles parfois imposent de faire l'un de ces documents. Parfois, elles imposent le projet professionnel souvent. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est avant de vous lancer dans la rédaction de ce document, d'être sûr que l'école ne vous impose pas un type de document et si c'est le cas, comme ça, de choisir le document adéquat pour ne pas avoir fait un travail, fourni un travail pour rien. Ça arrive souvent, les élèves, elles ont fini le document et ensuite elles téléchargent le dossier d'inscription de l'école et elles se rendent compte que ce n'est pas, elles n'ont pas le libre choix. Donc il faut recommencer et du coup elles font un travail à la dernière minute et en général un travail à la dernière minute n'est pas un travail de qualité. Ça vous rajoute également beaucoup de stress. Donc faites très attention à ça. Vérifiez vraiment bien auprès de l'école et que ce soit inscrit sur le dossier téléchargeable, le document choisi. Alors, je vais décortiquer maintenant les types de situations que vous pouvez choisir. Donc, si vous parlez d'une situation personnelle vécue, sachant que pour moi, la situation personnelle vécue, c'est vraiment le document où les élèves se trompent le plus dans ce qui est attendu et c'est là où, pour moi, le niveau est le plus élevé pour ne pas tomber dans le piège de ce que n'aime pas le jury recevoir comme type de document. Donc déjà, tous les récits d'accouchement ne sont pas interdits évidemment, mais sont beaucoup trop redondants et le jury se plaint d'avoir que des récits d'accouchement. En gros, faire le parallèle de je suis devenue maman et je vais être auxiliaire de puériculture, le lien n'est pas évident. C'est pas parce qu'on se croise à l'hôpital que que ça va convaincre les membres du jury que vous êtes fait pour être auxiliaire de puériculture. Ce n'est pas un argument qui est convaincant de connaître la maternité, parce que la maternité, devenir mère, n'est pas du tout devenir professionnel. Donc ce lien, souvent, il est très mal fait lorsque vous rédigez. Donc je vous déconseille de parler de tous les récits d'accouchement. Vraiment, ça, les membres du jury s'en plaignent ouvertement, donc je vous conseille vraiment d'éviter ce sujet, même s'il n'est pas interdit. Alors, je comprends que personnellement, c'est pu éveiller en vous une vocation de faire un passage à la maternité. Vous avez observé les auxiliaires de puériculture, vous avez envie de faire ce métier. Moi, je comprends absolument ce lien. Alors, je ne l'ai pas fait parce que j'ai été auxiliaire avant d'être mère, mais je comprends très bien qu'en ayant vu ce métier à son accouchement, ça peut être une révélation. Mais c'est juste que vu que ce travail n'est pas apprécié, je vous déconseille de le faire. Donc les situations personnelles, c'est vraiment délicat. Alors, par exemple, si vous avez votre enfant qui est né, qui a fait un séjour en néonat et que là, vous avez passé beaucoup de temps en néonat, par exemple, au chevet de votre bébé, vous avez là pu observer le métier sur du long terme. Vous allez pouvoir voir beaucoup de gestes techniques, vous allez avoir une relation longue avec les auxiliaires de puériculture, différemment d'un séjour qui s'est passé sur 3 ou 4 jours. Donc là, éventuellement, pour une situation personnelle vécue, ça peut être intéressant. Si vous avez par exemple un enfant porteur de handicap qui est scolarisé dans une IME et que vous observez le travail des auxiliaires de puériculture sur du long terme, là, ça peut être une expérience personnelle vécue en lien qui peut mener à des vocations. Ou par exemple, si vous avez votre enfant en crèche et que, pareil, vous avez une relation qui est longue avec des auxiliaires, là, vous pouvez un peu plus vous rendre compte du métier. Mais juste bannissez les récits d'accouchement, mais c'est pour vous donner des exemples de situations personnelles vécues. En revanche, si par exemple vous avez gardé vos neveux et nièces, si vous avez fait du babysitting, là c'est quand même difficile de faire le lien avec le métier parce que vous avez, oui, eu des relations de travail et vous avez dû prendre soin d'enfants, mais ce n'est pas vraiment dans le cadre où on peut se projeter en tant qu'auxiliaire de puériculture parce que c'est vraiment très spécifique. On pourrait vous dire, mais pourquoi dans ces cas-là
tu ne fais pas un CAP petite enfance, pourquoi tu ne fais pas assistante maternelle, pourquoi tu ne fais pas, je ne sais pas, éducatrice de jeunes enfants. C'est difficile de faire un lien direct lorsque vous avez gardé des enfants, par exemple, à domicile. On peut vous dire, mais pourquoi tu ne vas pas faire fille au père? En fait, il y a plein de métiers qui sont en lien avec la petite enfance où vous gardez des enfants. Donc, au niveau de la situation personnelle vécue, pour moi, c'est le document le plus difficile à faire. Donc, si ça vous tient vraiment à cœur, faites-le. Mais si vous avez le choix, prenez un autre document où, à mon avis, dans la rédaction, ça sera moins compliqué de ne pas tomber dans certains pièges. Ensuite, si vous choisissez une situation professionnelle vécue, donc là par exemple, vous pouvez travailler en tant que CAP petite enfance dans une halte garderie, dans un multi-accueil, dans une crèche. Et là, vous êtes au contact direct avec des auxiliaires de puériculture. Donc clairement, vous voyez bien qu'au niveau de l'évolution dans la hiérarchie, au niveau de la responsabilité dans les tâches, etc., dans les activités, vous avez envie de passer un grade au-dessus. Donc là, clairement, vous pouvez parler d'une situation que vous avez vécue et qui vous a frustré parce que vous n'avez pas le bon diplôme pour faire certaines tâches. Et là, vous avez envie de progresser. Donc ça, c'est un exemple concret d'une situation professionnelle vécue qui pourrait être pertinente. Si vous êtes également aide-soignante et que vous travaillez à l'hôpital et qu'il y a des tâches qui vous intéressent que font les auxiliaires de puériculture, vous pouvez donc faire un cursus partiel et faire donc votre rédaction sur ce thème, ça aura un lien direct. Donc voilà un exemple de situation professionnelle également vécue qui pourrait être très convaincant et logique dans votre parcours. Essayez toujours d'avoir de la logique et de la cohérence dans le choix de la situation que vous choisissez et dans votre profil et votre projet professionnel. Tout doit vraiment être cohérent. Par exemple, si vous choisissez une situation professionnelle vécue dans le cadre d'une crèche, vous faites une activité. Ce qui est important, c'est pas forcément que l'activité soit extraordinaire ou qu'il y ait un élément vraiment gravissime pour que vous ayez envie de la choisir et que vous vous dites là, c'est vraiment une situation très importante, il faut que je la détaille, il s'est passé ça, ça va faire un bon sujet de rédaction. Ce qui va être important, c'est la rédaction, mais surtout l'analyse de la situation. Si vous choisissez une situation simple, mais que vous arrivez à l'analyser de façon vraiment percutante et efficace, ça va vraiment donner du cachet à votre rédaction et vous faire gagner des points. Si en revanche, vous parlez de quelque chose qui est vraiment très rare, qui s'est passé au sein de votre crèche, je ne sais pas, une évacuation en urgence ou quelque chose d'un peu rare ou extraordinaire, mais que vous ne savez pas l'analyser, pas le décrypter, pas en tirer des bonnes conclusions sur votre façon d'agir ou tout simplement sur la façon dont vous pourrez faire différemment la prochaine fois, donc qu'il n'y ait aucune analyse sur votre situation, ça ne va pas, là, dans ce cas-là, vous faire gagner des points et être percutant pour le jury. Privilégiez vraiment l'analyse de la situation plutôt qu'au fait que la situation que vous choisissez soit originale. Alors, si vous avez une situation qui sort de l'ordinaire, plus une bonne analyse, forcément à la rédaction, ça va être intéressant et percutant pour les membres du jury. Mais si ce n'est pas le cas, mettez vraiment l'accent sur l'analyse. Il y a une erreur également que je vois chaque année. Alors, dans les élèves de notre prépa, un petit peu moins parce qu'elles ont des cours avant, des vidéos qui les préparent à la rédaction. Donc, en général, justement, elles gomment ce défaut. Mais je pense que sans ces indications, elles feraient un peu plus l'erreur. Mais je le vois souvent, c'est que vous vous concentrez seulement sur la rédaction des faits. C'est-à-dire que vous parlez de la situation perso ou professionnelle et vous racontez les faits. Et ensuite, vous faites une conclusion de 2 lignes et vous signez « Merci, au revoir ». Alors, mettez-vous à la place du jury, ça n'a aucune importance pour nous que vous nous racontiez quelque chose qui s'est passé. S'il n'y a pas une pensée derrière, s'il n'y a pas une conclusion, s'il n'y a pas une remise en question, s'il n'y a pas de choses que vous avez tirées de cette situation, s'il n'y a pas de réflexion tirée d'une situation, et ça n'a pas lieu d'être raconté. C'est ça qui va nous intéresser, ça va être votre bon sens, votre intelligence, votre capacité à raisonner. C'est ça qu'on veut chercher en fait dans une rédaction, c'est pas le document lui-même, c'est ce document va dire de vous. Donc ne vous concentrez pas juste sur la partie rédaction, il faut vraiment que l'analyse soit présente. L'analyse doit être supplémentaire à la rédaction ou alors équivalente. Donc 50% de la rédaction sur votre document et 50% de l'analyse. Ayez bien à l'esprit également qu'il y a un plan
avec des attendus du jury. Il ne faut pas rédiger ce document un petit peu comme ça au feeling et en improvisation. Il y a un plan précis, il est à télécharger notamment dans notre programme. C'est le plan vraiment officiel de toutes les écoles et si vous ne suivez pas cette trame, les dossiers ne sont pas acceptés. Donc c'est vraiment très important de suivre cette trame. Donc je vais vous donner des exemples concrets de ce plan que j'ai sous les yeux. Donc c'est une méthodologie relative à l'analyse de la situation professionnelle ou personnelle. Donc il y a vraiment des attendus et des objectifs sur cette situation. Donc il y a un intérêt pour le domaine, des qualités humaines et capacités relationnelles, une aptitude en matière d'expression écrite, capacité d'analyse et de maîtrise des bases d'arithmétique qu'il faut également incorporer à vos documents, une capacité également organisationnelle. Donc il faut une intro, un recueil de données ou de description de la situation, une analyse et une conclusion. Donc ça doit être sur 2 pages maximum. Le document doit être manuscrit. Donc le document doit être clair, lisible, dans le respect de l'orthographe, de la grammaire, de la syntaxe. Il faut également qu'il y ait des sources et des éléments théoriques précisés si vous les utilisez. Donc au niveau de la méthodologie, il faut qu'il y ait une présentation des personnages, une description du lieu et où se déroule la situation, le moment également où se déroule l'action, il faut dire ce qui s'est passé, donc une observation, un ressenti. Donc il faut également identifier des points forts et argumenter en lien avec des connaissances théoriques. Donc de quoi ai-je tenu compte? Qu'est-ce que j'ai mis en place? Il faut expliquer comment l'analyse de la situation a contribué à faire évoluer votre projet professionnel. Donc évoluer ne veut pas dire changer. Donc évoluer, c'est soit du coup confirmer votre projet professionnel ou soit éventuellement le modifier. Donc voilà un exemple des éléments qu'il faut prendre en compte pour votre rédaction. Et sachez qu'il y a une note donc sous cette consigne de documents donc, de l'école. En cas de non-respect des consignes, le dossier ne sera ni évalué, ni étudié, ni classé. Donc il ne faut pas prendre à la légère cela. Donc c'est pas du tout pour vous faire peur parce que je trouve qu'au contraire, autant les années précédentes, il n'y avait pas vraiment de trame et les élèves écrivaient un petit peu au feeling. Mais là, maintenant, il y a vraiment une trame précise. Donc je trouve que ça va vraiment vous permettre de savoir où vous mettez les pieds. Donc voilà pour la situation pro et la situation perso. Quant au projet professionnel, le projet professionnel, quant à lui, ne rentre pas en compte dans cette méthodologie-là. C'est une autre méthodologie, mais vous êtes un peu plus libre dans le projet professionnel. Par contre, l'erreur que je vois souvent, c'est des projets professionnels qui sont soit des lettres de motivation à rallonge, soit des mix de situations perso et situations professionnelles vécues. C'est-à-dire qu'en fait, vous partez au début sur une situation que vous avez vécue, ensuite vous parlez de votre projet professionnel, ensuite vous donnez des exemples qui se sont passés dans votre vie privée, intrafamiliale, avec des enfants que vous avez gardés. Ensuite, ça part un petit peu sur ce que vous avez envie de faire plus tard, ça part dans tous les sens. Et là, on voit bien que quand vous n'avez pas de trame, vous avez du mal à rester concentré. Le titre du document attendu, c'est projet professionnel. Donc vous parlez seulement de votre projet professionnel. Ne vous représentez pas, vous l'avez déjà fait dans la lettre de motivation et dans le CV, ne faites pas un exercice avec une autre forme de ce que vous avez déjà fait précédemment. Là, c'est vraiment le projet professionnel. Vous dites, mon projet professionnel, c'est ça. Donc soit travailler dans un secteur particulier, vous positionnez, ou alors vous parlez du métier d'auxiliaire de puériculture en général, mais c'est tout. Ne faites pas, alors vous pouvez faire une allusion sur quelque chose que vous avez vécu, mais une phrase, pas un paragraphe. Faites très attention à ça pour ne pas faire de hors-sujet. Donc voilà pour ces informations, je vous en ai donné pas mal, donc j'espère que ça vous aura servi pour comprendre un peu mieux cet exercice. Si vous avez du mal à faire votre dossier, que vous avez besoin d'aide, sachez que nous avons une équipe et une prépa en ligne qui est là pour vous accompagner justement et vous aider dans la création de ces 3 documents, ainsi que pour votre oral d'entretien de motivation devant les membres du jury. Donc si vous avez besoin d'aide, donc rendez-vous sur notre site franceprepa.com pour découvrir le sommaire de notre prépa en ligne et si ça vous intéresse de vous inscrire, comme ça on travaillera avec vous pour votre candidature pour entrer à l'école d'auxiliaire de puériculture. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.